Bonjour les locos. Le défi 52 de cette semaine, c'était sur les panoramas. Alors je voudrais partager avec vous quelques astuces pour prendre de meilleurs panoramas. Suivez-moi. Bonjour, je suis Blaise Fiedler de Photoloco et j'ai 8 astuces à partager avec vous sur les panoramas. Avec plus de 250 photos soumises au défi 52 panorama, il y a vraiment l'embarras du choix pour vous montrer ce qui est beau et ce qui peut être encore meilleur. Donc la toute première chose, premier conseil, c'est soigner votre composition. C'est pas parce qu'on fait du panorama qu'on n'est pas dans de la photo traditionnelle et il y a des règles de composition qui feront que votre photo va marcher mieux. Des conseils classiques, c'est ne pas mettre votre sujet principal en plein centre d'une image ou alors complètement sur le bord. Et évidemment, c'est plus difficile quand on voit pas l'intégralité de sa photo. Et on le voit mieux en enlevant le capuchon. Quand on voit pas l'intégralité de sa photo dans le viseur et qu'il faut s'imaginer à quoi va ressembler la photo quand on va faire notre panorama. Donc sur cette première photo de Bernard MZB, elle aurait gagné en puissance en ayant 2 ou 3 photos à droite de l'observatoire afin de ne pas avoir ce sujet complètement sur le bord. Ici, en revanche, celle de Raymond 51 est plus puissante. À mon avis, le point central, c'est cette petite chapelle, cette petite maison sur la colline. Et elle est très puissante parce qu'elle est légèrement décalée comme ça sur le côté. Et puis on a ici cette palissade qui amène le regard naturellement vers la chapelle. Donc ça, on a une belle composition, bien écrite et qui en fait le second prix du public. Donc là aussi, on voit sur cette photo de Torimek la tour Eiffel qui est probablement le point le plus important, le plus central dans cette photographie, qui est très centrale justement et avec une composition qui perd un petit peu en puissance. Mais cette photo d'Orimek aussi nous amène sur mon deuxième conseil, c'est attention en panorama aux plans d'eau. Surtout les plans d'eau de premier plan prennent énormément de place et si vous avez vraiment des reflets très intéressants dessus, ça peut être puissant, mais sinon, souvent ils occupent beaucoup trop d'espace par rapport à l'intérêt qu'ils amènent à votre photographie. Donc là, sur cette photo d'Orimek ou sur celle de Low Ground, on a ici sur le haut de la photo quelque chose qui est très beau, qui est très intéressant, mais on a ici beaucoup d'eau ici en bas. Et Raz Taboul propose une solution intéressante, je trouve, à ce problème de l'eau, où on voit cette péniche qui coupe cette photo en deux et qui amène le regard vers Notre-Dame. On pourrait reprocher à Notre-Dame ici d'être un peu centrale, mais je pense qu'avec cette traînée de lumière, on coupe ce plan d'eau et on amène le regard vers un point central. C'est, à mon avis, très bien fait. Troisième conseil, toujours dans la composition, c'est attention à vos premiers plans. Ça, c'était vrai pour le grand angle, ce l'est encore plus pour le panorama. Quand on est sur des panoramas très larges, le premier plan va occuper énormément de place. Veillez à ce qu'il soit vraiment très intéressant. On pourrait débattre sur cette photo de Nikotiev que ce premier plan de désert amène vraiment quelque chose à la photo. À mon avis, ici, ces montagnes caractéristiques sont bien plus intéressantes et la photo aurait gagné en puissance en étant coupée au milieu, comme ça. Là, une autre photo de Raz Taboul, pareil, la moitié de la photo, c'est cette eau un peu grise qui n'amène franchement rien à la photo. La photo aurait gagné en puissance avec un premier plan bien plus fin. Donc pareil, j'aurais coupé pratiquement 30-40% du bas de cette photo. Là, en revanche, celle de GLP 08, alors on pourrait évidemment lui reprocher des couleurs complètement surréalistes. Pour moi, ça c'est intéressant. Alors ça se débat si c'est pas poussé trop loin.
la saturation de ces couleurs. Mais on a un premier plan avec des couleurs ici qui est très intéressante. Ce qui est, à mon avis, le plus intéressant dans cette photo, c'est justement ces ombres et lumières sur ce premier plan. Donc là, on a une photo qui, malgré son surnaturalisme, marche. Nathalie R nous propose une vue du magnifique village de Collioure, que voilà. Alors là, c'est vraiment le problème typique de ces premiers plans. Vous voyez ici, on a là quelques touristes, ces cailloux, cette jetée. Finalement, on a un premier plan qui n'est pas très puissant, alors que toute la puissance de cette photo vient de cet arrière-plan. Donc faites vraiment très attention à ce premier plan. Là, JC61, deuxième prix du jury, une photo qui marche super bien, où il n'y a quasiment pas de premier plan. Vous voyez ici, on a juste un tout petit peu de premier plan, et on a cet arrière-plan, ce plan principal finalement qui peut respirer. On n'a pas le regard qui est arrêté par ce premier plan. Évidemment, cette photo gagne aussi en puissance de par cette symétrie magnifique. Là, il a fait cette composition de façon très intelligente avec la porte au milieu, cette très très belle symétrie qui va dans les détails même jusqu'aux arbres sur le côté. Donc un second prix naturel du jury. Lot 2A nous propose ce superbe glacier et on a du mal à se rendre compte de la taille du glacier et c'est là où le premier plan est intelligent aussi, où on voit tous ces petits touristes là qui amène vraiment la perspective de la grandeur de ce glacier. Alors, le premier prix du jury par Hyper Balade m'amène aussi à mon premier conseil. Ça a beau être le premier prix du jury, je pense qu'il faut savoir où s'arrêter dans son panorama. Regardez cette photo. Quand on photographie quelque chose de droit, comme ici le trottoir, plus on s'éloigne du point central, plus la déformation de ce qui est droit devient importante. Ce qui fait que sur les côtés, ici et ici, on est sur des trottoirs immenses qui occupent beaucoup d'espace dans la photo une fois qu'elle est terminée. Prenez vos mains comme ça et mettez vos mains devant l'écran. Serrez plus ou moins vos mains jusqu'à trouver ce qui, à votre avis, serait la composition idéale. Moi, je trouve qu'elle gagnerait de puissance, cette photo, en l'arrêtant à peu près ici, au niveau de ces poteaux-là. On aurait toute cette partie-là qui serait partie, et donc on aurait moins de ce trottoir sur les bords qui occupe beaucoup de place, et une photo encore plus puissante. Bon, c'est le premier prix du jury, donc c'est pas rien, mais elle pourrait être, à mon avis, encore plus puissante, cette photo, si on s'était arrêté plus tôt. Et là, la photo de Jean Lino, exactement le même symptôme, c'est-à-dire que en s'éloignant ici des bords, on crée de plus en plus de déformations, de plus en plus d'importance sur le premier plan. Alors, prochaine astuce, à travers cette photo de l'immense précipice, c'est qu'un panorama n'est pas obligatoirement que un panorama horizontal. Vous pouvez tout à fait faire un panorama vertical. Pensez ça aussi quand vous voulez raconter votre histoire. Donc là, il y a celle-là, il y en a une autre que vous avez soumise aussi, Laurent Gasse, qui est très très bien aussi. Très difficile à prendre avec une seule prise de vue. Et là, un beau panorama vertical. Ce qui m'amène à deux astuces lors de la prise de vue. Quand vous êtes en panorama horizontal, on a tendance à vouloir photographier comme ça, parce qu'on regarde notre appareil photo, on est sur un format déjà paysage, puis on bouge notre appareil photo. Il y a mieux à faire que ça, c'est que quand vous êtes sur un panorama horizontal, c'est pas mal de mettre votre appareil photo en mode vertical. Comme ça, vous aurez plus de pixels à photographier. Et quand vous êtes sur un panorama vertical, eh bien vous tenez votre appareil photo à l'horizontale. Pareil, ça vous fait plus de pixels. Et la deuxième astuce, c'est ne justement pas faire comme ça. Je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente sur les panoramas l'importance du point nodal. Donc le point nodal, en fait, ça permet de raccorder vos photos beaucoup plus facilement. Et quand vous faites ça, vous voyez que tout l'appareil photo est en train de faire une sorte de demi-cercle autour de moi. Et ça va vous poser des problèmes quand vous avez des éléments
de premier plan et d'arrière-plan, des choses qui sont proches de vous et pas. Donc, bon, il y a des outils très sophistiqués qui vous permettent de faire tourner votre appareil photo autour d'un point nodal, de le caler autour d'un point nodal. La réalité, c'est que vous pouvez faire ça beaucoup plus simplement. Le point nodal, il est quelque part sur l'objectif. Donc au lieu de tourner comme ça, ben vous tenez votre appareil photo et c'est vous qui allez tourner comme ça autour de l'appareil photo. Quand je vous parle du point nodal dans mon petit tuto sur comment faire des panoramas, donc ça c'est aussi très important, pareil quand vous êtes sur du vertical, hein, c'est vous qui tournez autour de l'appareil photo, et pas l'appareil photo qui va faire un demi-cercle comme ça. C'est surtout important vraiment si vous avez deux plans. Si vous êtes juste sur un plan loin, le point nodal va avoir beaucoup moins d'impact si vous faites quelques petites erreurs et vous ne tournez pas exactement autour du point nodal. Prochaine astuce, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire des panoramas sur une seule rangée. Sur cette photo de Papou, il nous explique qu'il a pris 18 photos sur 2 rangées. Et du coup, vous pouvez avoir une photo qui finalement a pas un effet panoramique, en ce qu'elle est très étirée, mais avec une densité de pixels, enfin avec énormément de pixels, et avec un champ beaucoup plus large que vous avez pu prendre, que vous n'auriez pu prendre avec juste l'objectif que vous aviez monté sur votre appareil photo. D'ailleurs, il y a une machine qui s'appelle le Gigapan qui vous permet par exemple de mettre un 70-200 dessus et qui va prendre des dizaines de photos en bougeant automatiquement votre appareil photo. Et ensuite, vous allez donc composer toutes vos rangées ensemble pour créer une photo avec des milliards de pixels. Regardez cette photo de Belisa. C'est une photo qui est très harmonieuse. Hein. Vous regardez ça, vous dites, tiens, ça c'est une photo qui marche. Puis vous la regardez un petit peu, et tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'à 98%, il s'agit d'une symétrie parfaite. En fait, c'est une super astuce que Belisa a utilisée, où à part ce que j'ai pu voir, cette maison qu'il a effacée là, c'est une réelle symétrie. Il a fait un effet miroir, il ou elle, je ne sais pas si Belisa c'est un il ou un elle, un effet miroir en copiant la moitié, enfin toute une partie de photo et en faisant juste le miroir. Alors, c'est quelque chose à avoir dans votre besace de photographe. Je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, mais là, je trouve que l'effet est tout simplement sensationnel. J'aurais pas pensé à prendre un paysage comme ça, et là, ça marche super bien. Donc moi, je suis toujours excité quand je découvre des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire des choses, et puis des nouvelles façons d'exprimer des paysages. Donc bravo à Belisa pour cette originalité. C'était mes 8 astuces pour prendre de meilleurs panoramas. Si vous avez des astuces sur la prise de vue, sur la post-production, n'hésitez pas à les partager avec les autres locaux. C'est vraiment l'esprit de Photo Locaux, ce partage. Donc on ne fait vraiment que commencer sur ce parcours 52. Je vous invite à venir nous rejoindre pour participer à tous les défis qui restent, chaque semaine. En ce moment, on est en train de voter sur un défi de retouche et on est en train de participer à un défi qui est particulièrement difficile, c'est les portraits sans visage. Donc, je vous invite à rejoindre photolocaux.fr et à participer avec nous à ce parcours 52. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt.